appelé ça le chef d'orchestre. Alors, pour les footeux, on va appeler ça le numéro 10. C'est pas l'arbitre, c'est pas l'entraîneur, mais c'est surtout quelqu'un qui est dans l'équipe. C'est-à-dire qu'avec l'ensemble des personnes qui interviennent dans une opération, le maître d'œuvre est vraiment dans l'équipe. C'est un élément moteur, mais en même temps, c'est un des éléments qui a besoin des autres pour que la totalité fonctionne. Vous avez vu précédemment des échanges avec des organismes de tutelle. Vous avez vu précédemment dans les présentations aussi un laboratoire d'essai. Et donc, vous comprenez qu'en fait, c'est un mélange qui est nécessaire si on veut que les choses soient réalisées dans les meilleures conditions. Un petit laïus sur Minos Group. Alors, ce n'est pas ma première présentation, mais je vais la refaire. Minos Group, c'est un bureau qui a commencé le 1er novembre 1999, donc qui fête ses 22 ans dans quelques jours. Quelques semaines plutôt. Donc, Minos a commencé avec l'activité de l'expertise, les contrôles et diagnostics immobiliers, traditionnels et classiques quand elles sont sorties à la fin des années 90. Rapidement, la compétence est montée au sein même de Minos Group avec l'arrivée de plusieurs personnes qui ont ramené la compétence sur la technicité sur l'environnement. Et l'environnement, c'est tous les contrôles qu'on réalise dans le cadre des contrôles avant travaux. Qui se réalisaient. Donc, ils sont arrivés déjà avec l'amiante, avec l'arrêté du 2 janvier 2002, et par la même occasion, avec toutes les évolutions réglementaires sur les risques dans un bâti et dans les sols. La compétence est montée aussi pour arriver à devenir aussi un bureau d'études et un maître d'œuvre en démolition, désamiantage, des plombages et des pollutions. Donc, le champ de compétences est assez large et notre activité maîtrise parfaitement toutes les opérations de réhabilitation ou de déconstruction avant reconstruction. Voilà. Je suis Mohamed Ouergui et je suis le représentant de cette société. J'ai commencé la présentation avec un quiz. Je pense que Xavier va prendre le relais. Voilà, je suis à côté de toi, donc on va lancer le quiz. Voilà, il y en a deux, je crois. Hein. Oui, il y en a deux. Alors, pour ceux qui ont suivi la dernière, malheureusement, j'ai gardé cette question parce que je trouvais elle donnait toujours un peu elle reprenait un peu ce que les personnes qui m'ont succédé dans cette présentation ont fait. Donc, alors, la question, je te laisse la poser, Xavier, comme ça. Donc, il y a une première question, oui. Quel document obligatoire doit être tenu et mis à jour sur le risque amiante dans les ERP? Alors, les ERP, ça c'est un acronyme, hein, mais tout le monde le connaît, c'est les établissements recevant du public. Hein. Donc, le plan de retrait amiante, le dossier technique d'urbanisme, le dossier technique amiante, le dossier amiante partie privative. Allez, on vous laisse voter. 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Allez, je vous laisse encore 2 secondes. 0, encore 1, 2 et 0. Voilà. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Mohamed, bon, alors qu'est-ce qu'il en est? Je pense qu'il y a... Bon, c'est bien, c'est qu'on est bien suivi. Donc, le résultat est bien ça, en fait, c'est bien le dossier technique amiante. Il faut que je reprenne la main. Le dossier technique amiante, effectivement, c'est effectivement ce document. Ce n'est pas du tout le plan de retrait, parce que le plan de retrait amiante, c'est le document qui est remis par l'entreprise de travaux et de travaux en sous-section 3, qui dépose un plan de retrait à partir du moment où il y a des activités sur des matériaux amiantés. Le DTU, c'est bien autre chose sur le principe de la construction. Et le dossier des amiantes des parties privatives, ça concerne, comme son nom l'indique, les parties privatives et uniquement les parties privatives dans un bâtiment au moins 2 logements. Donc, c'est bien le dossier technique amiante. On continue sur une deuxième question, assez classique. Alors, je reviens. Je te laisse la poser, Xavier. L'amiante est-elle présente uniquement dans les immeubles? Elle est simple, celle-là. Hein, dans les immeubles. C'était juste pour amener. Oui ou non. Allez, on vous laisse voter. 5, 4, 3, 2, 1.
0, ça c'était pour faire la blague presque. C'est pour vous redynamiser, cher public. Allez, je mets fin Non, au c'était vote. pour recoller ceux qui lâchaient, parce que comme je passe en dernier, c'est toujours compliqué à la fin. Merci à toi. Donc, J'avais peur d'avoir des oui, hein, quand même, hein, parce que c'est pour ça que je partage le résultat. j'avais peur d'avoir des oui. L'amiante est-elle présente uniquement dans les immeubles bâtis? On aurait été vexé quand même. Ouais, je Pour me tous les serais dit, mais conférenciers ça veut dire qu'il y a des gens qui ont décroché, en fait, c'est pour ça. qui n'ont pas suivi. Donc, oui Voilà. ou non, ou les enfants qui ont pris le contrôle du clavier. Ah ouais, avec le télétravail, c'est vrai, ça peut se faire, ça. Donc, c'est bien ça, c'est non, hein, bien Ouais, sûr. c'est bien non, et c'est ce qui va amener, les éléments qui vont suivre. Effectivement, l'amiante, elle est jusqu'à il y a peu, on l'a considérée simplement, alors dans la recherche, on l'a considérée uniquement sur les immeubles bâtis. Et il est important et essentiel le travail que la direction générale du travail a pu mettre en place, c'est d'amener cet élément-là sur l'ensemble des activités. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, l'amiante dans les espaces publics et dans les collectivités, c'est une amiante qu'on peut avoir dans tous les jours. Hein, tous les jours, on peut être en présence de matériaux et produits contenant de l'amiante. Et cet élément-là, on peut l'avoir selon beaucoup d'endroits. Les obligations de contrôle varient selon l'activité. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure quand je parlais du champ qui s'est ouvert sur les différentes activités et qui ne se limite plus à l'immeuble bâti. C'est que les contrôles, dans un décret qui est sorti en mai 2017, amènent pleinement l'obligation dans le cadre d'une activité, c'est-à-dire de travaux, sur beaucoup d'activités, c'est-à-dire dans les immeubles bâtis classiques et qu'on connaît depuis maintenant près de 20 ans, dans les autres immeubles tels que des terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport. Je pense que les personnes avant moi en ont beaucoup parlé. Et donc, effectivement, ça rentre vraiment dans le champ de compétences. Ensuite, les matériaux roulants ferroviaires et autres matériaux roulants de transport, c'est quelque chose qui est dans la vie de tous les jours pris par des Parisiens comme des personnes de province, et même à Marseille, le métro ou même des transports de type train. Vous avez aussi les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes. En étant à Marseille, je pense que tout le monde connaît ces principes. Et effectivement, c'est des domaines d'activité où la présence d'amiante a eu beaucoup de dérogations dans le passé et qui nécessitent vraiment une attention particulière avant tout travaux de réhabilitation ou tout travaux de démantèlement. C'est hyper important parce que c'est quand on agit sur les produits amiantés, les produits aux matériaux amiantés, qui nécessitent une intervention avec des précautions et des précautions qui permettent de protéger non seulement les personnes qui travaillent, mais aussi l'environnement et l'environnement des personnes qui sont autour. C'est hyper important. Ensuite, vous avez aussi l'activité aéronef, qui met un peu de retard au démarrage parce qu'elle a mis beaucoup de retard à rentrer en phase de travail de normes. Et donc l'aéronef, c'est le principe fondamental de ce qu'on peut avoir quand on prend l'avion, même si avec le Covid, on n'a pas pris trop l'avion ces derniers temps, mais voilà, c'est un secteur aussi où il y a une présence quand même avérée de produits et matériaux contenant de l'amiante. Et la fameuse dernière activité, qui est une activité, on va dire, qui regroupe un certain nombre d'éléments qu'on a pu voir dans les 5 premières, c'est les installations, structures et équipements courants à la réalisation, à la mise en œuvre d'une activité. Donc, c'est ce qu'on peut avoir dans l'ensemble des process industriels ou d'une machinerie qu'on pourrait retrouver hors d'un immeuble bâti, parce que c'est vrai que l'immeuble bâti prend en compte des machineries si elles font corps avec l'immeuble. Mais cette activité a un sens. D'ailleurs, l'arrêté de celle-ci est sorti il y a pas si longtemps. Et donc, ça a un sens parce que c'est vraiment quelque chose qui va amener en fait beaucoup de… C'était un trou dans la raquette et qui va amener vraiment qui va amener en fait bien la protection des salariés dans des process industriels
de travaux d'intervention avec surtout la réhabilitation et surtout la rénovation de certaines installations industrielles. Ça, c'est hyper important. Ce qui est important aussi de connaître aussi, c'est qu'on a à notre disposition dans les obligations de contrôle, je ne vais pas reprendre ce que les personnes avant moi ont pu dire dans cette présentation, mais il y a un document qui est hyper important dans les immeubles bâtis, c'est le dossier technique amiante. Ce dossier technique amiante, c'est un document qui regroupe un certain nombre de repérages et qui regroupe aussi un certain nombre de documents qui est lié à des interventions sur des produits amiantés. Typiquement, quand on a des produits amiantés qui sont enlevés selon un plan de retrait amiante, vous avez maintenant des contrôles visuels de fin de travaux et une mise à jour de ce dossier technique amiante qui nous permet d'avoir une traçabilité des déchets, mais qui nous permet aussi d'avoir une traçabilité du fait que l'endroit où on a enlevé de l'amiante a bien été réalisé et que cet endroit n'a plus d'amiante et donc on met à jour ce dossier technique amiante. Celui-ci est totalement à mettre à disposition à l'ensemble des personnes qui le demandent dans des immeubles type des établissements recevant du public, mais même dans des copropriétés, dans des copropriétés de propriétaires d'immeubles bâtis. Vous avez la possibilité de demander ce dossier technique amiante à la personne qui le détient, soit le syndic, soit bien sûr le responsable de tel ou tel établissement qui vous met à disposition une fiche récapitulative dans laquelle vous retrouverez l'ensemble des éléments qui regroupent la présence des matériaux et produits contenant l'amiante. C'est vraiment la Bible, c'est quelque chose qui est sorti il y a maintenant près de 20 ans et qui nécessairement doit vraiment revenir à son ordre principal, c'est-à-dire être la Bible d'un bâtiment, dans le bâtiment de la présence ou de l'absence des produits contenant de l'amiante. Il y a aussi donc, ce que j'ai pu expliquer par rapport aux activités et l'amener de ce décret de 2017, c'est le repérage, le repérage amiante avant travaux sur certaines opérations que j'ai pu citer préalablement, donc, qui amène vraiment ce panel très large de la présence d'amiante sur un domaine sur l'ensemble des domaines où on a pu en mettre dans le passé. Donc, je dis en mettre, c'est-à-dire de pouvoir positionner des produits ou des matériaux dans le cadre d'une conception. Et vous avez aussi un petit ancien qui a été revu parce que le repérage amiante avant démolition dans un immeuble bâti existe lui aussi depuis près de 20 ans, puisqu'il est arrivé en janvier 2002 et qui a connu une modification avec une précision sur la liste des matériaux recherchés en 2013 et qui amène vraiment cette obligation de vérification sur un immeuble bâti dans le cadre d'une démolition ou d'une partie considérable d'un bâtiment qui est démoli ou réhabilité. Voilà, ça c'était pour vous dire qu'on a des obligations de contrôle selon les activités et amener le fait que l'activité ne se maintient pas simplement à un immeuble bâti qu'on a pu connaître pendant les 20 dernières années, mais qui amène aussi sur la totalité des activités dans lesquelles l'amiante a pu être mis en place. Alors typiquement, je reviens sur quelque chose d'important et ce qui va amener en fait qui va surtout amener l'exemple de pourquoi prendre un maître d'œuvre dans une opération assez globale dans une problématique amiante. C'est qu'en fait, il faut vraiment travailler une préparation avec une exigence qui est totalement essentielle. C'est-à-dire que l'opérateur de repérage a une obligation, parce qu'il a une obligation dans le cadre de son activité à respecter une règle, une bonne pratique et surtout des normes, mais aussi une réglementation qui est quand même assez explicite en la matière. Et c'est pour ça qu'on attend encore les derniers arrêtés sur les autres activités parce que la Direction générale du travail a un besoin de rendre les choses les plus explicites possibles afin de ne pas avoir des trous dans la raquette avec les opérateurs qui n'ont pas les bonnes formations selon les activités. Donc, ce que je voulais préciser, c'est qu'en fait, la préparation préalable avec un maître d'œuvre, c'est donc d'aider une maîtrise d'ouvrage
à réaliser un ensemble et de faire fonctionner une équipe complète entre le diagnostiqueur, donc l'opérateur de repérage amiante, le laboratoire qui va analyser non seulement les analyses matériaux, comme il a été évoqué par la personne juste avant moi, donc sur les matériaux qui sont prélevés. Ça va prendre en compte aussi l'entreprise de retrait. Donc, l'entreprise de retrait, le cas échéant, si c'est un plan de retrait, mais ça peut être aussi les entreprises de travaux, si on est dans des travaux de sous-section 4. Et tout à l'heure, on a quelqu'un qui a parlé du projet Carto et de la réalisation en fait, de la montée en compétence des opérateurs, quoi, des personnes qui travaillent à proximité ou en contact direct avec des produits alimentés. Donc, tout cet élément-là, il faut un chef d'orchestre, et le chef d'orchestre et je pèse mes mots là-dessus, c'est qu'il est vraiment, il a tout son sens, c'est d'avoir une maîtrise d'œuvre qui ait les compétences et les assurances nécessaires à maîtriser l'ensemble des opérateurs durant la totalité du chantier jusqu'à la réception. Donc, là, je parle de la préparation. L'exigence de la préparation, c'est d'avoir un programme précis des travaux. Ce programme précis des travaux, c'est une obligation de l'opérateur de repérage de l'avoir avant de faire les repérages. Mais si la maîtrise d'ouvrage n'est pas aidée par un maître d'œuvre qualifié pour lui donner, c'est-à-dire pour l'aider à rédiger au mieux son programme précis de travaux, déjà, on partirait dans une direction qui est, je n'ai pas envie de dire bancale, mais qui serait déjà déviée. Et plus on dévie dans les produits et dans les matériaux et produits contenant l'amiante, et plus on peut se retrouver dans une situation où les dommages à la fin ou pendant vont être d'une considération énorme entre les travailleurs et l'environnement et les personnes qui pourraient être à proximité d'un chantier de désamiantage. Donc voilà. Donc l'idée générale, c'est d'amener une certaine précision sur les besoins de chaque intervenant vis-à-vis d'une maîtrise d'ouvrage qui a quand même c'est-à-dire qu'il y a quand même un rôle important dans l'intervention dans l'intervention sur les matériaux et produits contenant l'amiante. Donc, c'est vraiment le guide, dans une activité de ce type. Un programme précis des travaux amène un rapport amiante avant travaux le plus exhaustif possible. Donc, ça, c'est la matière, c'est quelque chose qui permet de pouvoir passer à la suite, parce que sinon, sans avoir une exhaustivité la plus réelle possible, vous allez vous retrouver avec beaucoup de réserves, et ces réserves-là nécessiteront par la suite des conditions d'intervention qui seront peut-être temporisées. Mais voilà, donc plus on est exhaustif et plus on arrive à travailler dans les meilleures conditions. Connaître correctement les attentes de l'exploitant, parce que c'est ça aussi, c'est le lien entre un opérateur de repérage, une entreprise de travaux, un laboratoire, parce que si le laboratoire doit gérer aussi l'environnement du chantier. Et donc, l'ensemble des éléments-là sont guidés par un maître d'œuvre qui va amener cette information-là à chaque tenant et aboutissant, c'est-à-dire à chaque personne intervenante. Tout à l'heure, je parlais d'un numéro 10. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'on distribue, mais en même temps, on est bien dans le terrain avec. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour aider le diagnostiqueur à faire correctement son travail, c'est-à-dire de lui amener tout ce qui est nécessaire à sa bonne intervention, aider la maîtrise d'ouvrage à bien préciser les éléments pour que tout le monde puisse avoir les bonnes informations possibles, aider l'entreprise de travaux à bien comprendre les conditions et les attentes de l'exploitant par rapport à son installation, par rapport à son travail en phase opérationnelle de retrait. Pareil vis-à-vis des entreprises en sous-section 4, de prendre toutes les précautions nécessaires, à bien maîtriser aussi la métrologie, c'est-à-dire le niveau de protection aussi que les intervenants doivent respecter pour permettre de mettre tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Et on parle aussi d'une planification du chantier qui est totalement essentielle, parce que un temps d'un aura, des fois, chez certaines maîtrises d'ouvrage qui n'ont pas d'aide ou qui ne sont pas aidées vis-à-vis d'une maîtrise amiante, c'est qu'en fait, voilà, il y a un aura a un temps pour son repérage, un temps pour son repérage in situ sur le terrain, un temps pour sa rédaction. Et ça, des fois, il y a des délais qui sont totalement utopiques, et ça ne sert à rien de penser à faire des choses sans connaître exactement le fondement même de l'activité que par exemple, l'opérateur de repérage
amiante pourrait avoir. Et vice-versa vis-à-vis des entreprises, parce que les entreprises ont chacun développé des techniques assez différentes. Ils ont des techniques. La chance qu'on a, c'est vraiment tout à l'heure, on en parlait, la sous-section 3 en France a vraiment, donc les travaux les travaux de retrait ont connu vraiment une évolution majeure depuis 2012 avec vraiment cet enrichissement et ce développement. Et je tiens à féliciter l'ensemble des entreprises de retrait amiante en France. Ce n'est pas parce que j'ai la casquette aussi du CIRTA et du syndicat donc, de ces entreprises, mais je vois quand même le travail considérable qui a été fait depuis 2012 à maintenant 2021 sur de pouvoir développer des nouvelles techniques qui permettent d'améliorer non seulement l'exposition de leurs salariés, c'est-à-dire le niveau d'empoussièrement, mais également d'améliorer aussi la rentabilité en fait, d'un matériel ou de mécaniser des choses qu'à l'époque, avant peut-être 2012, nous avions du mal à pouvoir le faire. Donc voilà, donc j'attire l'attention sur le fait que les entreprises, voilà, je tiens vraiment particulièrement à remercier vraiment ce développement qui a été entrepris par ces entreprises-là. C'est considérable en 10 ans. Et donc voilà, donc ça c'est hyper important de connaître exactement le travail qui a été effectué par telle ou telle entreprise pour savoir déjà les comparer, déjà comprendre la méthodologie qui est mise en place, si elle respecte bien les fondamentaux réglementaires, mais également pour vérifier si elle respecte aussi les attentes de l'exploitant. Et donc, ce liant, on est un liant aussi. On n'est pas un produit amianté, mais on est le liant qui met en fait, qui accorde en fait l'ensemble de la sauce pour que la sauce à la fin soit la plus agréable et surtout la plus réglementairement possible, la meilleure possible. Voilà, donc ça, c'est les clés pour un chantier totalement optimal. Donc, il faut vraiment, le point de vigilance, c'est toujours entre l'intervention qu'on réalise, donc la cohabitation entre les travaux et les usagers dans le bâtiment. Mais là, je parle du bâtiment, mais je pourrais parler aussi dans un espace public parce que l'intervention sur une voirie, il y a des précautions à prendre avec un environnement autour, même si on est en extérieur, il y a aussi des précautions à prendre vis-à-vis des passants, des personnes qui pourraient être autour sans aucune protection et qui ne sont pas issues de la zone de travaux. Je passe à la suite pour expliquer un petit peu cette vigilance permanente. Donc là, vous voyez un schéma qui est repris de la fiche pratique numéro 10 que CIRTA a sur l'ensemble des documents en sa possession, donc de toute opération de retrait. Vous avez bien le principe fondamental entre la zone environnementale du chantier, la zone chantier amiante et la zone de travail amiante. C'est vraiment quelque chose qui est nécessairement, il faut que les gens connaissent bien, parce qu'en fait, c'est vraiment là où on a une maîtrise. C'est comme ça que les gens doivent percevoir cette maîtrise et doivent percevoir en fait cet ensemble pour éviter d'avoir une coactivité et surtout une cohabitation avec des zones à risque et de permettre de bien être vigilant pour séparer vraiment la zone de travail à la zone environnementale de chantier. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, les plans de circulation affinés entre l'exploitation et la zone de chantier, ça, c'est quelque chose de très important parce que ça va permettre de pouvoir savoir, parce qu'un chantier, ça vit, il y a des salariés, mais il y a aussi des déchets, c'est-à-dire que quand on est là pour retirer, on doit travailler le retrait des déchets. Les retraits des déchets doivent sortir non seulement de la zone de travail, mais ils doivent sortir de la zone de chantier amiante. Et donc, à partir du moment où elle sort de la zone de travail, normalement, c'est des déchets, on appelle ça dans un conditionnement propre. Mais voilà, donc toutes ces interactions avec la zone environnementale de chantier est très importante à pouvoir bien respecter afin de pouvoir avoir aucun couac ou avoir une erreur et surtout un problème d'arrêt qui serait très dommageable pour la maîtrise d'ouvrage, mais aussi pour l'entreprise de retrait. Juste une petite vigilance sur le temps, Mohamed, excuse-moi. Oui, je vais aller très vite. Je voulais juste aller vite sur la vigilance sur le retrait des déchets directement dans la zone environnementale de chantier. Ce qui est très important quand on est dans une phase de travaux avec un environnement qui n'est pas un environnement de travail, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des passants ou des personnes qui pourraient travailler, c'est de bien veiller à ce que le rejet
soit bien respecté et sur le principe de soit bien contrôlé pour éviter, parce que toute fuite n'est pas, malheureusement, n'est pas, je veux dire, ça peut arriver, mais il faut être, voilà, il faut faire en sorte de pouvoir de maîtriser et surtout pouvoir agir dans les plus brefs délais. Donc, le contrôle métrologique plus fréquent en sortie d'extracteur et veiller à une communication permanente et la bonne communication et pas jouer sur la peur. Mais un chantier maîtrisé est un chantier qui, normalement, devrait être un chantier qui soit comme un chantier hors problématique amiante. Voilà, donc ça, c'était quelques photos qui concernent des entrées et des sorties de chantier. La phase de restitution, une étape surtout à ne pas négliger, c'est ce qui est très, très important entre quelqu'un, donc un opérateur de repérage qui détecte des produits amiantés, une opération de retrait ou une opération à proximité de matériaux amiantés. Mais après, il y a un élément qui est moteur, qui est très important, c'est vraiment les mesures de restitution. Donc ça, c'est de la métrologie sur la zone de travail, mais également l'examen visuel qui nous permet de bien vérifier que l'ensemble des matériaux qui ont été prévus à retirer ont bien été retirés et retirés dans les règles de l'art, ce qui nous permettra derrière de pouvoir mettre à jour dans un immeuble bâti le dossier technique amiante. Et comme je l'ai dit au début, c'est que ce dossier technique amiante, c'est la vie des produits, des matériaux et produits contenant de l'amiante, mais c'est surtout le principe qui doit vivre en permanence pour permettre de pouvoir avoir une connaissance la plus élargie possible à tous les occupants et à toutes les personnes qui nécessiteront d'avoir ce document avant d'intervenir pour de la maintenance ou de l'entretien. Voilà, je pense avoir été, je suis désolé si j'étais assez long, mais voilà, donc j'attire l'attention sur le fait que je suis totalement disponible pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et voilà, donc j'espère avoir été clair. C'était parfait. Merci beaucoup, Mohamed Bourgui, pour cette présentation. Allez, on va prendre juste pour le plaisir, parce qu'il y a des questions qui sont tombées, bien sûr, sur ta présentation. Est-ce qu'il est facile d'estimer les quantités de déchets amiantés produits lors des travaux? Alors, produits lors des travaux. Est-ce qu'on peut estimer les déchets finalement correct? Est-ce que c'est facile à estimer? Parce que c'est ce qui doit être fait normalement lors du repérage. Dans le décret, dans le repérage, oui, effectivement, la Direction générale du travail a indiqué que dans les repérages amiantes avant travaux, là on parle des travaux, il y a un quantitatif qui soit indiqué. Mais il faut bien comprendre que dans tous les cas, la chance qu'on a dans les produits et matériaux contenant de l'amiante, c'est qu'on a une traçabilité des déchets. Donc, on a une traçabilité qui est maintenue, qui est prise en compte par l'entreprise de retrait à partir du moment où il intervient jusqu'à la livraison, c'est-à-dire au transport jusqu'à la zone de traitement. On a réellement la connaissance des déchets. Et ça, c'est quelque chose qui est suivi et un maître d'œuvre dans sa compétence et surtout dans son suivi de dossier a cette compétence à bien donner l'ensemble des éléments pour maîtriser cette quantité et qu'elle ne soit pas anormalement haute ou anormalement basse. Ouais. Alors, une dernière question, comment répondre à une demande de devis de RAT sans avoir la méthodologie de l'entreprise de travaux? Quels sont les documents demandés en plus du DTR? Alors, la méthodologie de l'entreprise de travaux. L'élément plus fondamental, c'est surtout que l'opérateur de repérage amiante doit avoir un descriptif qui est totalement détaillé de l'entreprise, donc de la maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est hyper important et c'est ce qui est très, très oublié par les maîtrises d'ouvrage. C'est qu'un opérateur de repérage amiante, avant d'intervenir, il doit avoir un programme précis. S'il ne l'a pas, déjà, c'est quelque chose, c'est une erreur fondamentale qui a été donnée par le donneur d'ordre parce qu'il lui doit cet élément-là. C'est primaire parce qu'un diagnostiqueur, c'est-à-dire un opérateur de repérage amiante, il a dans son obligation de faire exactement ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire le périmètre. Et derrière, lui, il a les techniques nécessaires à son intervention qui permettent de respecter l'ensemble des bonnes interventions. Mais la donnée d'entrée, il faut bien comprendre que la donnée d'entrée, elle vient d'un travail qui est bien exécuté, c'est-à-dire d'un dossier qui est bien monté par une maîtrise d'ouvrage. Il ne faut pas faire un repérage amiante comme ça en disant ah, ben, je vais faire des travaux. Ça, je reprends quelqu'un qui a pris dans la table ronde. Je suis contre quelqu'un aussi en opérateur de repérage qui va annoncer de manière très aléatoire ah ben j'en ai une fois là, j'en ai pas là, j'en ai pas là, j'en ai pas là, et je mets tout amianté, c'est pas grave. Non,
À un moment donné, il y a des règles, il y a des méthodes qui ont été développées. On a des techniques, il y a même des laboratoires d'analyse parce que l'erreur chez le laboratoire existe aussi. Il faut bien comprendre que l'opérateur a quand même la conséquence de récupérer les PV d'analyse qui sont faits par le laboratoire et doit les mettre en exergue, c'est-à-dire il doit faire son retour dessus par rapport à ce qu'il a prélevé, parce que ce n'est pas le laboratoire qui a prélevé, mais c'est lui. Et donc, ça veut dire qu'il doit savoir si réellement il a prélevé la même chose. C'est toujours ça aussi la problématique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que de manière claire, nette et précise, c'est qu'en fait, l'opérateur, à partir du moment où il intervient, il doit intervenir précisément dans un domaine le plus précis possible. Parce que si on n'est pas précis au démarrage, l'opérateur, quel qu'il soit, ne va pas être précis in fine pour les travaux qu'on entreprendra. Voilà, mais ça sera le mot de la fin. C'est net, clair et précis. Merci beaucoup, Mohamed Ourgui, pour cette présentation.